Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Il t'a fallu assez de temps, dit Ethan Caldwell, sans lever les yeux des documents devant lui. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, c'était un trajet de 25 minutes du restaurant jusqu'à cet immeuble. En tenant compte de la circulation, de la pluie et du fait que je suis venu à vélo, je suis arrivé à l'heure, répondit la livreuse, posant fermement le sac sur la table. Le silence qui suivit était plus glacial que la climatisation. Quelques cadres froncèrent les sourcils. L'un d'eux toussa, tentant de briser la tension, mais personne n'osa parler. Ethan, le PDG, surnommé le cerveau de glace de Wall Street, finit par lever les yeux du contrat. Il la fixa avec le regard froid de quelqu'un habitué à juger le monde à travers des chiffres et des graphiques. « Ce n'est pas une livraison de fast-food, dit-il, ouvrant le sac avec un soupir de dédain. Nous sommes en pleine réunion d'affaires cruciale. » La livreuse, portant un t-shirt jaune trempé par la bruine et un sac à dos encore dégoulinant, croisa les bras. « Commander de la nourriture gastronomique ne signifie pas qu'elle va tomber du ciel, répondit-elle. Un assistant laissa échapper un petit rire nerveux. Quelqu'un lui donna un coup de pied sous la table. Ethan fronça les sourcils. « Avez-vous la moindre idée de l'importance de cette réunion ? » « Aucune, mais j'ai l'impression que les riches deviennent grognons quand ils ont faim, eux aussi, répondit-elle, tenant bon. Ethan la regarda un peu plus longtemps qu'il ne l'avait prévu. Elle n'était pas du genre à se recroqueviller face à l'autorité. Ses yeux étaient vifs et sans peur, bien que les cernes fatiguées sous ceux-ci et ses mains cailleuses, tenant encore son casque, racontaient une autre histoire. Il prit un document relié. Ces pages étaient remplies de caractères mandarins techniques et de notes. « Vous parlez beaucoup. Si vous êtes si intelligente, aidez-nous. Traduisez ceci, dit-il avec sarcasme, laissant tomber le paquet sur la table avec un bruit sourd. Allez-y, essayez. » Tous les regards se tournèrent vers elle. Certains étaient curieux, d'autres clairement amusés. Elle cligna des yeux, prit une profonde inspiration et, au lieu de reculer, s'avança. « Puis-je jeter un œil ?» Ethan poussa le document vers elle, toujours surpris qu'elle ose le regarder dans les yeux ainsi. Elle ouvrit la première page et lut en silence pendant quelques secondes. Les directeurs échangèrent des regards, cachant des sourires. L'un d'eux murmura. Elle abandonnera dans 3 secondes, mais elle tourna à la page 2, puis à la page 3. Elle pinça les lèvres, pointa une section du doigt. « Il y a une erreur ici, dit-elle sans lever les yeux. Ce caractère n'a pas sa place dans un contexte juridique. C'est un terme commercial. Et cette clause stipule que la partie A assume les responsabilités de la partie B sans consentement formel. C'est insensé. » La salle se figea. « Pardon ?» murmura l'un des avocats. Elle tourna 2 pages de plus, comme si elle consultait un menu avant de commander. « Ce contrat est un piège. Si vous le signez tel quel, Caldwell Enterprises assume la dette d'une filiale chinoise, qui est très lourdement endettée. » Ethan se pencha en avant. « Vous lisez le mandarin un peu mieux que mon italien, répondit-elle simplement. La tension se brisa comme un verre éclatant sur du marbre. L'un des directeurs se leva rapidement, tirant le contrat pour vérifier ce qu'elle avait signalé. Un autre tapait déjà sur son ordinateur portable, recherchant les entreprises mentionnées. Ethan ne dit rien. Il la fixa simplement. Elle referma le document et le fit glisser sur la table. La nourriture est encore chaude. La sauce est emballée séparément des pâtes, comme vous l'avez demandé. « Comment vous appelez-vous » demanda Ethan doucement. « Clara. Clara Bennett. Mais aujourd'hui, je ne suis que la livreuse, et j'ai livré ce que vous avez demandé. » Elle prit son sac à dos, pivota sur ses talons et sortit sans attendre de réponse. La porte se referma, et le silence s'installa à nouveau. Ethan fixait encore l'endroit vide sur la table. L'un des directeurs, encore stupéfait, dit « Si elle a raison, elle vient de nous sauver. » Ethan expira, l'une des rares fois où il n'avait rien à dire. Puis, comme s'il sortait d'une transe, il murmura « Découvrez tout sur elle. » L'alarme sonna à 5h20. C'était une sonnerie douce et démodée, du genre qui semblait respecter le sommeil de quelqu'un qui ne voulait pas vraiment se réveiller mais faisait toujours son travail. Clara Bennett ouvrit lentement les yeux. Avant même de s'asseoir, elle tendit la main pour éteindre l'alarme, non pas parce qu'elle se sentait reposée, mais parce qu'elle était déjà éveillée depuis quelques minutes, comme d'habitude. C'était toujours ainsi. Son corps éveillé avant son esprit plein avant sa première tasse de café. Prudemment, elle se leva du matelas dans le coin de la pièce, veillant à ne pas faire de bruit, et s'approcha du lit de sa mère. Allongée là, avec une vieille couverture tirée jusqu'au menton et respirant avec difficulté, se trouvait Evelyn Bennett. Ses yeux étaient enfoncés, sa peau pâle, et un tube d'oxygène traversait son visage comme une ligne invisible entre passé et présent. « Tout va bien, maman » murmura Clara, vérifiant l'oxygène et ajustant l'oreiller.
Le petit appartement à Crown Heights n'était pas vraiment confortable, mais c'était le mieux qu'elle pouvait faire. Une chambre, un salon exigu, une cuisine qui pouvait à peine accueillir 2 personnes en même temps. La salle de bain avait une douche qui grinçait comme si elle se plaignait d'être utilisée. Même ainsi, pour Clara, c'était suffisant, du moins pour l'instant. Elle alla à la cuisine, fit chauffer de l'eau au micro-ondes et remua du café instantané dans une tasse fissurée. Elle s'assit à la table, ouvrit son carnet recouvert de tissu et prit un stylo. Silencieusement, elle commença à copier des phrases d'un livre de grammaire russe emprunté à la bibliothèque publique. Iauchus Doma, répéta-t-elle doucement, presque comme une prière. Ces livres, tous provenant de librairies d'occasion ou de dons, étaient empilés dans un coin du salon, dictionnaires, livres de grammaire, littérature classique, philosophie, manuels techniques. Tout un monde construit autour d'un esprit avide de connaissances. Clara avait étudié 2 ans à l'Université Columbia dans un programme de littérature axé sur la linguistique. Elle avait les meilleures notes de sa classe, des présentations bien reçues, et même une place garantie dans un programme d'échange à Pékin. Mais ensuite vint le diagnostic de sa mère, fibrose pulmonaire avancée. La bourse ne couvrait pas les médicaments, le loyer ou les soins médicaux. Alors, Clara prit une décision que peu de gens pouvaient vraiment comprendre. Elle abandonna l'école, prit son CV et commença à travailler. D'abord comme serveuse, puis comme caissière dans une épicerie, et maintenant comme livreuse pour une application. Elle avait 3 quarts de travail différents selon les jours. Elle commençait tôt, s'arrêtait pour s'occuper de sa mère à midi, et repartait jusqu'à tard dans la nuit, mais elle n'arrêtait jamais d'étudier. Pendant les pauses entre les livraisons, elle regardait des vidéos de grammaire chinoise, notait des verbes italiens, et lisait des articles universitaires sur la sémantique. Dans son sac à dos, les livres côtoyaient les contenants de nourriture. La bibliothèque publique de Brooklyn était son endroit préféré en ville. Non pas parce qu'elle était calme, mais à cause de la promesse silencieuse que les livres faisaient à quiconque les ouvrait, vous pouvez encore y arriver. Ce jour-là, après avoir pris soin de sa mère, Clara partit pour un autre quart de nuit. Elle était fatiguée, comme toujours, mais déterminée. La 26. La pluie légère tombait sur les rues, et le vent semblait se moquer de son imperméable bon marché. En pédalant, elle ne pouvait s'empêcher de penser à ce qui s'était passé quelques heures plus tôt. La scène de la salle de réunion, le regard du PDG, le contrat en mandarin, la manière dont tout le monde la regardait comme si elle avait sorti un lapin d'un chapeau. Elle ne le regrettait pas. Elle n'était pas désolée, mais elle n'avait aucune illusion. Elle savait que ce moment ne changerait pas sa vie, pas dans ce monde, pas parmi ces gens en costume. Il la verrait comme une anomalie, une distraction, une livreuse qui parle des langues, rien de plus. Elle l'avait déjà vue auparavant. Une fille de son cours de français avait dit un jour : « Tu devrais être comédienne. » Comment quelqu'un de ton quartier a-t-il appris 3 langues ? Clara avait ri à l'extérieur, mais à l'intérieur, elle avait enregistré le commentaire comme quelqu'un notant un crime non résolu. Elle était invisible, et quand elle était vue, c'était avec surprise ou dédain. Elle coupa court à cette pensée. Elle devait se concentrer. Elle était presque arrivée à un autre immeuble de luxe en centre-ville. Elle vérifia le numéro de commande, monta au 22e étage avec le sac soigneusement tenu dans ses bras, et sonna à la porte. Une femme blonde répondit, distraite par son téléphone. « Vous êtes en retard » dit-elle, saisissant le sac sans regarder le visage de Clara. « Bonsoir à vous aussi » répondit Clara, se tournant pour partir. Mais avant qu'elle n'atteigne l'ascenseur, elle entendit une voix. « Attendez, c'est vous, la fille de chez Caldwell ?» Clara se retourna lentement. « Ça dépend de ce que vous avez entendu. J'ai entendu que vous avez sauvé un contrat d'1 million de dollars en parlant chinois. » La femme laissa échapper un rire incrédule. « Sérieusement, vous n'êtes qu'une livreuse. »« Je le suis, et je parle chinois, français, italien et un peu de russe. »« Wow, qualcuno ci perde son temps. » Clara se contenta de sourire légèrement et entra dans l'ascenseur. Mais lorsqu'elle descendit, elle trouva quelque chose d'inattendu. Un homme en costume bleu foncé, la veste mouillée par la bruine, appuyé contre un poteau à l'entrée de l'immeuble. Il tenait un parapluie cassé et affichait l'expression de quelqu'un qui ne savait pas pourquoi il était là. Elle le reconnut immédiatement. « C'est du harcèlement ?» demanda-t-elle, essuyant son visage avec la manche de sa veste. Ethan Caldwell, le même homme qui l'avait défié de traduire le contrat, le même qui était resté silencieux pendant qu'elle l'expliquait clause par clause. Et maintenant, il était là, debout comme un personnage hors de propos. Ce n'est pas du harcèlement. C'est de la curiosité. De la curiosité ? Elle rit. Donc maintenant, je suis une sorte de livraison de connaissances surprise ? Il fit un pas en avant. Il semblait troublé. Vous êtes brillante, c'est tout. Et vous ne devriez pas être dehors à faire du vélo à 23 heures avec un sac à dos plein de yakisoba. Et vous ne devriez pas être debout sur un rebord comme dans un feuilleton télévisé. Elle le dépassa et monta sur son vélo. Mais avant de pédaler,
Elle se retourna. Ne m'offrez pas de charité, Ethan Caldwell. Je sais à quoi ça ressemble quand un millionnaire essaie de compenser sa culpabilité par de la gentillesse. Je ne suis pas un projet. Il ne bougea pas. Je n'offre pas de charité, dit-il. J'offre un défi. Elle haussa un sourcil. Quel genre de défi? Vous le découvrirez bientôt. Clara secoua la tête avec incrédulité et disparut dans les rues sombres. Ethan resta là sur le trottoir, réalisant que, pour la première fois depuis longtemps, il avait rencontré quelqu'un qui le déséquilibrait vraiment, et il aimait ça. Chez Caldwell Enterprises, le temps était mesuré en contrats, fusions et réunions minutées avec une précision militaire. Ses assistants savaient qu'il ne fallait pas frapper 2 fois, que chaque seconde perdue pouvait coûter des millions, et que montrer des émotions était pratiquement une violation au travail. Ethan ne riait pas. Tout au plus, il émettait un léger son dans sa gorge quand quelque chose lui semblait vaguement ironique. Même cela était rare. Le lendemain matin de la rencontre avec Clara, il arriva au bureau plus tôt que d'habitude. Il portait un costume noir impeccable, comme toujours, et ses pas résonnaient sur le sol de marbre comme un métronome. Nathan, son assistant personnel, un jeune homme efficace et tendu qui semblait alimenté par la caféine et les feuilles Excel, l'attendait près de l'ascenseur privé, tenant un dossier. « Bonjour, monsieur Caldwell. Le groupe Osian a appelé 4 fois depuis hier. Ils veulent une réponse concernant le contrat de fusion avec la branche de Pékin. Ils soupçonnent une sorte d'interférence externe. Ils demandent le nom du consultant chinois qui a trouvé l'erreur. » Ethan haussa un sourcil. « Et avons-nous son nom? » Clara Bennett, 25 ans, vit à Crown Heights, ancienne étudiante de Columbia, a abandonné en 2020. Travaille pour 3 applications de livraison différentes. Aucun casier judiciaire, aucune plainte, aucune dette enregistrée. Ethan ne répondit pas. Il appuya simplement sur le bouton et laissa les portes se fermer. L'ascenseur monta en silence, mais l'esprit d'Ethan était en ébullition. Il y avait quelque chose chez Clara qu'il ne pouvait pas classer. Ce n'était pas seulement ses compétences linguistiques absurdes ou la réplique cinglante qu'elle avait livrée devant le conseil. C'était son calme, son audace équilibrée par la dignité, ce sentiment troublant que, pour la première fois, quelqu'un avait perturbé la logique mathématique de son monde en n'utilisant que des mots. Cette fille, elle l'avait désarmé, et il détestait se sentir désarmé. Mais quelque chose en elle l'attirait, comme un problème complexe qu'il ne pouvait pas laisser non résolu. Sauf que Clara Bennett n'était pas un problème. Elle était une variable imprévisible. À l'heure du déjeuner, Ethan annula 2 réunions et quitta l'immeuble sans prévenir personne. Son chauffeur l'attendait comme d'habitude, tenant la porte ouverte. « Crown Heights », dit-il sans regarder son assistant. La voiture glissa à travers les rues humides de Manhattan jusqu'à Brooklyn, traversant des avenues animées, des ponts suspendus et des ruelles humides, s'arrêtant finalement devant une laverie défraîchie. À proximité, il y avait un vieux bâtiment en briques rouges dont les fenêtres ressemblaient à des dents tordues. Ethan leva les yeux et vit une silhouette élancée nettoyer une fenêtre avec un chiffon bleu. C'était elle. « Attendez dans la voiture », dit-il au chauffeur, en descendant. Il monta les escaliers du vieux bâtiment et frappa à la porte du 3e étage. Rien. Il frappa à nouveau. La porte s'ouvrit. Clara se tenait là, les cheveux en chignon désordonnés, portant un vieux t-shirt gris de Star Wars et tenant un bol de soupe. La surprise sur son visage dura moins de 3 secondes. « Qu'est-ce que c'est? Une mission secrète de l'ONU? Je suis venu parler, dit Ethan, pas très sûr de lui. Bien sûr. Vous, un PDG milliardaire, vous présentez au hasard dans l'appartement délabré d'une livreuse. C'est quoi? Une nouvelle œuvre de Banksy? Je ne fais pas ça d'habitude. Heureusement que la presse n'aimerait pas ça. Êtes-vous toujours aussi vif? Seulement avec les gens qui se présentent sans invitation. » Silence. Elle ouvrit la porte un peu plus. « Entrez avant que les voisins pensent que je fais du trading en bourse dans le couloir. » Ethan entra. La pièce était petite mais bien rangée. Il y avait des livres partout, certains empilés, d'autres ouverts avec des marque-pages, un canapé avec une couverture décolorée, une plante presque morte sur une étagère, et une odeur de soupe. De la vraie soupe, faite avec du temps et de la nécessité. « Je pensais que vous viviez seul, » dit-il en voyant la photo sur le mur, Clara, encore adolescente, à côté d'une femme souriante. « Ma mère. Elle se repose dans la chambre, » dit Clara plus doucement. On essaie de sauver les apparences autant que possible. Ethan s'assit au bord du canapé, paraissant aussi déplacé qu'un PDG parachuté dans une émission de télé, réalité. Vous êtes différente. C'est ce que disent les gens quand ils ne savent pas où me placer. Je suis venu parce que vous m'avez déstabilisé, et ça arrive rarement. Clara croisa les bras. Attendez, c'est une tentative d'excuse? Pas exactement. Alors quoi? Une proposition? Elle rit, un rire sincère, presque musical. Vous voulez m'embaucher? Non. Donc, vous voulez faire de moi une sorte d'histoire inspirante pour un article de Forbes? Non plus. Elle s'approcha un peu, plissant les yeux.
Alors expliquez-moi, Ethan. Que voulez-vous de moi? Il marqua une pause, puis répondit, je veux comprendre comment quelqu'un avec votre esprit choisit d'être invisible. Cela déstabilisa Clara. Elle se mordit la lèvre, détourna le regard, puis répondit avec un calme plus tranchant qu'un cri. Parce que la société a déjà décidé que les gens comme moi doivent rester en coulisses. Mais savoir cela ne signifie pas que je l'accepte. Ethan la regarda pour la première fois sans arrogance, sans masque. Et l'acceptez-vous? Je survis. J'étudie, et j'attends. Silence. Vous attendez quoi? Une chance, une ouverture, ou une faute de frappe dans le destin? Ethan sourit, un petit sourire timide, mais vrai. Je pourrais être cette faute de frappe. Elle fit un pas en avant. Être que vous l'êtes. Il se leva. Puis-je vous inviter à une réunion? Une vraie. Juste vous et moi. Un café, un contrat, une conversation. Clara réfléchit quelques secondes. Vous pouvez, mais à une condition. Laquelle? Vous devez prendre le métro seul et vous perdre au moins une fois. Ethan fronça les sourcils. Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen pour vous de comprendre ce que c'est de vivre dans le vrai monde. Il hésita, puis hocha la tête. Marché conclu. Clara tendit la main. Ça va être amusant de vous voir essayer d'utiliser une métrocar. Il lui serra la main, et pour la première fois depuis de nombreuses années, Ethan Caldwell rit, pas un rire poli, pas une petite conversation, un vrai rire. Ethan Caldwell arriva à la station de métro à 8h00 pendant l'heure de pointe à New York, portant un costume italien taillé sur mesure et tenant un ticket à usage unique comme s'il s'agissait d'un artefact ancien. Il regarda autour de lui comme s'il avait été parachuté dans une expérience sociale. Il essaya de passer le tourniquet avec la carte dans le mauvais sens. Premier essai, rien. Deuxième, toujours rien. Au troisième essai, une femme impatiente derrière lui dit « Retournez la carte, Wall Street ». Il la retourna. Ça fonctionna. 30 minutes plus tard, Ethan montait les marches de la bibliothèque publique de Brooklyn, où il avait prévu une réunion informelle avec Clara. Elle l'attendait sur les marches, un carnet sur les genoux et une tasse de café à la main. Elle portait un jean usé, un sweat à capuche délavé, et ses cheveux étaient attachés avec un crayon. Quand elle le vit, elle sourit avec la bouche mais le taquina avec les yeux. « Vous suez, on vous a volé, ou vous avez juste pris le mauvais train? J'ai failli être avalé par un joueur de saxophone dans le wagon, » dit Ethan, ajustant sa cravate avec une fierté blessée. « Mais je pense avoir survécu. Félicitations. » Elle se leva. Première leçon du jour, le vrai monde a de la chaleur, du bruit et des gens grincheux. Y survivre, c'est un MBA gratuit. Ils entrèrent dans la bibliothèque et choisirent une table au fond, entre de grandes étagères et une prise murale qui ne fonctionnait que si on secouait le câble juste comme il faut. Ethan ouvrit un dossier. « J'ai examiné des informations sur vous. Ça semble déjà effrayant, » interrompit Clara, sirotant plus de café. « Je veux dire, votre dossier académique, vos présentations à Columbia, votre travail de traduction. Vous êtes brillante, Clara. » Elle le regarda sérieusement. « Brillante ne paye ni le loyer, ni les médicaments, ni la nourriture. Je sais. C'est pourquoi je suis ici pour offrir plus que du café et des compliments. » Elle l'étudia attentivement. « Je vous écoute. » Ethan prit une inspiration. « Je veux créer un département de linguistique appliquée chez Caldwell Enterprises, une unité d'innovation culturelle. L'idée est de préparer des documents, des contrats et des projets internationaux avec des professionnels multilingues formés au contexte. Vous en seriez la responsable. » Clara cligna des yeux. 3 secondes de silence. « C'est réel? » « Complètement. Avec un salaire compétitif, un bureau, des ressources d'équipe, une liberté créative. » Elle regarda le plafond, puis la table, puis lui à nouveau. « Essayez-vous d'acheter ma conscience? J'essaie d'investir dans votre talent. » Clara ne répondit pas tout de suite. Elle prit son carnet, griffonna quelque chose dans la marge et soupira. « Je ne sais pas si je veux retourner au dernier étage, pas après avoir vu comment ils traitent les gens en dessous. » Vous n'y retourneriez pas en tant que livreuse. Vous y retourneriez en tant que fondatrice, directrice, leader. Même ainsi, ils me regarderont bizarrement. Et que faites-vous d'habitude quand les gens vous regardent comme ça? Je cours avec le vent et les laisse dans la poussière. Ethan saw it. Acceptez-vous? Pas encore. Je vais y réfléchir. Je dois parler avec ma mère, mes livres et mon intuition. Ils ont leur mot à dire. C'est juste. Ils se levèrent ensemble. Avant de partir, Ethan hésita. Ça vous dérangerait si je vous accompagnais pour une livraison? Elle haussa les sourcils. Vous en cravate, montant les escaliers avec du yakisoba? Je veux voir ce que vous voyez d'en bas. Elle croisa les bras, réfléchissant. D'accord, mais ne vous plaignez pas si l'ascenseur est en panne. Marché conclu. Cet après-midi-là, Ethan troqua son blazer pour un sweat emprunté et une casquette ridiculement de travers. Clara faillit prendre une photo juste pour avoir une preuve.
Savez-vous faire du vélo? Non. Alors vous prenez le sac à dos. Le premier immeuble était un complexe d'appartements à Williamsburg. 3 étages, pas d'ascenseur. Le client descendit en pyjama, prit la nourriture sans dire merci et remonta sans un mot. C'est le niveau de base, dit Clara. Vous livrez, vous souriez, et on vous ignore. Formation terminée. À la deuxième adresse, une femme se plaignit que le soda n'avait pas de glace. Je suis la livreuse, pas la faiseuse de nuages, répondit Clara, poliment sarcastique. Ethan était discrètement amusé. C'était un autre monde. Mais c'est à la 3e étape que tout changea. Une femme âgée ouvrit la porte avec des mains tremblantes. L'appartement sentait l'encens et la menthe. Elle sourit en voyant Clara. Mon petit ange des langues. Madame Lucinda, c'est bon de vous voir. Voici votre poulet avec du riz. Tu sais que je commande ça seulement parce que tu la portes toujours avec un sourire. Les autres le laissent juste à ma porte. Ne dis pas ça. Il y a plein de bonnes personnes dehors. La femme se tourna vers Ethan. Et toi, son petit ami? Ethan s'éclaircit la gorge. Non, un collègue. Trop bien habillé pour être livreur. Mais j'aime tes yeux, des yeux de quelqu'un qui a pleuré en secret. Ethan n'avait pas de réponse. Merci, Clara. Tu rends toujours ma journée meilleure. Ils quittèrent l'immeuble en silence. Clara poussa son vélo lentement. Ethan marcha à ses côtés. Elle t'appelle son ange des langues. Elle le fait, mais je ne le suis pas. Tu rends les journées des gens meilleures, Clara. Même pour ceux qui ne le remarquent pas. Je livre juste de la nourriture. Tu livres plus que ça. Tu livres de la présence. Clara le regarda. Tu deviens trop sentimental pour un PDG. Et tu es trop sentimental pour une rebelle. Elle rit. Alors on est quitte. À la fin de la journée, Ethan était épuisé. Ses épaules lui faisaient mal, ses pieds picotaient, mais il ne voulait pas partir. Il sentait qu'il avait découvert un nouveau monde, un monde où les chiffres n'expliquaient pas tout. Et Clara, cette fille invisible qui changeait les choses sans faire de bruit, elle était le pont entre ces deux mondes. Le lendemain matin, Clara se présenta chez Caldwell Enterprises sans prévenir. Elle portait un simple blazer, un jean et des baskets, les cheveux attachés avec un stylo, comme toujours. Elle entra, passa le comptoir d'accueil avec un badge temporaire et monta au 47e étage. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, tous les cadres la regardèrent comme s'ils voyaient un ovni. Elle marcha directement vers le bureau d'Ethan. Il se leva, surpris. Clara, j'ai réfléchi à ce que vous avez dit. Et j'accepte, mais avec 3 conditions. Lesquelles? Un salaire équitable, une vraie autonomie, et un bureau avec vue. Ethan sourit. Verlet ou vers le coucher du soleil? Peu importe, tant qu'on ne me met pas à nouveau au sous-sol. Il tendit la main. Bienvenue au sommet. Elle la serra fermement. Seulement si c'est pour changer les règles du jeu. Et à cet instant, sans que personne ne s'en rende compte, Clara cessa d'être invisible et devint discrètement la pièce la plus importante de cet échiquier. Le premier jour de Clara Bennett en tant que directrice de la nouvelle division de linguistique appliquée chez Caldwell Enterprises ressemblait à une comédie d'entreprise, le genre où personne ne sait vraiment qui est en charge, mais tout le monde fait semblant. À 8h45, elle était déjà assise dans son nouveau bureau avec vue sur l'East River. La chaise était trop moelleuse, le bureau trop grand. Le café, lui, était aussi fade qu'ailleurs en ville. Elle portait un blazer noir d'occasion, des chaussures usées mais propres, et un bracelet que sa mère avait fabriqué avec des perles colorées. Sur le bureau, 3 stylos, un carnet, et une bouteille d'eau presque vide. Dans sa tête, un flot de pensées. À la porte, Nathan apparut, l'assistant nerveux des temps, debout comme s'il avait avalé un code de conduite entier. Mademoiselle Bennett, bonjour. Voici votre emploi du temps. Vous avez une vidéoconférence avec le département des contrats à 10h00 et une réunion avec l'équipe technique à 11h30. Ils ont également suggéré que vous examiniez le dossier sur la proposition de M.S. Import, qui doit arriver aujourd'hui pour négociation. Ethan a demandé que vous surveilliez tout de près. Clara haussa un sourcil. M.S. Import? N'est-ce pas le conglomérat asiatique qui a essayé de vous piéger l'année dernière avec une clause cachée? Nathan parut surpris. Oui, exactement. Mais comment le saviez-vous? J'ai lu le rapport de leur dernière tentative. Il était mal classé. Je l'ai trouvé hier soir en fouillant sur Internet. Le dossier était dans les ressources humaines, probablement par accident ou sabotage. Qui sait? Nathan la regarda comme s'il venait de rencontrer un panda parlant. Eh bien, bon à savoir. Elle lui adressa un demi-sourire. Respire, Nathan. Tu as toujours l'air à 5 secondes d'exploser. Il lui rendit un sourire nerveux et sortit. Clara se tourna vers l'écran. Elle ouvrit les fichiers entrants et commença à examiner les documents de M.S. Import. Ils étaient en mandarin simplifié avec quelques termes mêlés de cantonais commercial,
clairement fait pour compliquer la traduction automatique, mais elle l'est lue comme quelqu'un savourant un bon livre de recettes. Un peu après 11 heures, Ethan apparut à la porte. Il portait un costume gris clair et une expression prudente. « J'ai vu que vous avez accédé au système RH à 2 heures du matin. » « Oui, et avant que vous ne posiez la question, ce n'était pas de l'espionnage. J'aime juste fouiller dans les tiroirs que personne ne nettoie. Et avez-vous trouvé quelque chose? J'ai trouvé une clause cachée dans le nouveau contrat de M.S. Si nous le signons tel quel, nous perdons le droit d'annuler unilatéralement en cas de fluctuation monétaire, ce qui nous lierait à eux pendant 5 ans, même si le dollar s'effondre. » Ethan fronça les sourcils. Cette clause n'était pas dans la version anglaise. Bien sûr que non. Ils l'ont écrite pour qu'elle n'apparaisse que dans la version à caractères combinés. C'est une tactique appelée Lui Kangwan, cacher des clauses par des références croisées. Très rare et très sournois. Ethan s'appuya contre le cadre de la porte, les bras croisés. « Et vous avez trouvé ça toute seule? Avec du café et la frustration résiduelle d'être appelée juste une livreuse. » Silence. Ethan l'étudia un moment, puis hocha la tête. « Allez à la réunion de 15 heures. Apportez ça avec vous. Ne vous retenez pas. Je pensais que c'était votre travail. Aujourd'hui, c'est le vôtre. » À 15 heures précises, Clara entra dans la salle de réunion de Caldwell Towers avec une tablette à la main et une expression calme. Les cadres de M.S. étaient déjà assis, 3 hommes en costume coûteux, sourire faux, et mallette en cuir brillant. Le traducteur officiel de l'entreprise était assis à côté d'eux, mais Clara ne le laissa pas commencer. « Nous pouvons faire ça en mandarin si cela vous convient. » Les 3 se regardèrent. L'un d'eux murmura, « Nous ne nous attendions pas à ça. » « Personne ne s'attend à une tempête avant qu'elle ne frappe, » répondit Clara. La présentation commença. L'équipe de M.S. essaya de contourner la clause. Ils parlaient vite, utilisaient du jargon technique. L'un d'eux échangea même un caractère pour un autre intentionnellement, changeant le sens du paragraphe. Clara non seulement le remarqua, elle les arrêta. « Excusez-moi, mais le terme ici n'est pas INI, alignement juridique. C'est INI, conformité forcée. Cela change tout l'accord. Et cette clause, paragraphe 4.2.7, a été omise de la version anglaise. Elle concerne la perte du droit d'annuler si l'indice de référence monétaire dépasse 7%. C'est sérieux. » Ethan, assis au fond de la salle, était resté silencieux depuis l'entrée de Clara, et il n'avait pas besoin de parler. Clara dominait la salle. « Je propose une nouvelle version du contrat, claire, bilingue, éthique, où nous pouvons en finir maintenant. » Les 3 cadres de M.S. échangèrent des regards. L'un referma son dossier. Un autre dit simplement, « Nous reviendrons avec une proposition différente. » Ils quittèrent la salle, visiblement frustrés. Le reste du conseil de Caldwell se tourna vers Ethan comme pour chercher une confirmation que cela venait vraiment de se produire. Il se leva lentement, s'approcha de Clara. « Vous les avez arrêtés avec une phrase et 2 paragraphes. J'ai juste lu ce qui était là sans peur et signalé ce que personne ne voulait voir. » « Il y a un nom pour ça, » dit Clara. « Ça s'appelle l'invisibilité fonctionnelle. Nous voyons ce que les puissants ne voient pas parce que nous vivons au sol où tombent les miettes. » Ethan ne répondit pas tout de suite, mais en quittant la salle, il se retourna et dit, « Vous venez de sauver cette entreprise de perdre des dizaines de millions. Et vous me donnez une prime pour ça? Non, je vous donne un défi plus grand. Typique. » Elle sourit. Lui aussi. Dans les jours qui suivirent, Clara devint un sujet brûlant dans les couloirs de l'entreprise. Certains l'appelaient un génie caché, d'autres le prodige de Brooklyn. Bien sûr, tout le monde n'était pas fan, surtout ceux qui perdaient de l'influence à cause d'elle. Mais Clara ne se souciait pas des étiquettes. Elle se souciait des résultats et de sa mère. Chaque soir, elle rentrait chez elle, réchauffait de la soupe, lisait des livres à haute voix pour Evelyn, et partageait avec un bon sens de l'humour les absurdités du monde de l'entreprise. Aujourd'hui, quelqu'un m'a demandé si j'étais autodidacte ou juste pleine de moi-même, dit-elle un soir. Et qu'as-tu répondu? Demanda sa mère, souriant avec les yeux. Que j'étais les deux, fièrement. Evelyn rit, puis toussa un peu. Clara lui prit doucement la main. Un jour, maman, tu me verras enseigner le français sur une scène. Et tu recevras une ovation debout. Clara embrassa le front de sa mère et sourit. Ou ils diront que je suis trop dramatique. Mais ça va. Je suis né pour les projecteurs. Le lendemain matin, en arrivant au bureau, il y avait une note sur son bureau. Mission accomplie. Nouvelle mission en attente. Salle de réunion 3B. Apportez votre sens de l'humour et votre meilleure langue. Signé, Ethan. Elle leva les yeux au ciel mais y alla. La salle de réunion 3B était le plus petit espace de Caldwell Enterprise. Techniquement un espace de coworking calme avec 3 chaises inconfortables, un projecteur cassé, et un mur taché que personne n'avait jamais pris la peine de repeindre. Clara entra, s'attendant à un piège d'entreprise. Au lieu de cela, elle trouva Ethan avec 2 cafés, un ordinateur portable ouvert,
et une carte de la ville étalée sur la table. « Bonjour », dit-il sans lever les yeux. « Bonjour. Il est 7h43. Ça devrait être illégal. Je pensais que les génies ne dormaient pas. Ils dorment peu, mais ils rêvent grand, répondit-elle, tirant une chaise. Ethan pointa la carte. Le département des projets sociaux essaie de s'associer avec des organisations à but non lucratif locales. Le problème, c'est que la plupart des contrats sont mal rédigés, termes ambigus, erreurs juridiques, et clauses qui créent des conflits. Et vous voulez que je répare tout? Je veux que vous y alliez, que vous voyiez par vous-même, que vous compreniez le langage qu'ils utilisent, littéralement et émotionnellement. Clara fixa la carte. Vous voulez me sortir de la climatisation et m'envoyer dans des quartiers sous-financés? Je veux vous faire descendre du piédestal sur lequel ils vous ont mise depuis le dernier gros contrat. Les génies doivent se souvenir d'où ils viennent. Elle lui adressa un sourire en coin. Je n'ai jamais oublié. Vous l'avez fait, monsieur le PDG avec chauffeur et café gastronomique. C'est pourquoi je viens aussi. Elle haussa un sourcil. Sérieusement? Je prendrai le métro. Je suis un expert maintenant. Attention. Les pickpockets portent des costumes de nos jours. Leur premier arrêt, une organisation à but non lucratif appelée Words That Save, située dans un vieux bâtiment scolaire dans le Bronx. Elle servait des enfants à risque et des réfugiés récemment arrivés. Pour beaucoup d'entre eux, l'anglais était leur 4e ou 5e langue. Clara entra comme si elle rentrait chez elle. Elle salua une femme haïtienne plus âgée en français, aida un enfant pakistanais avec ses devoirs en ourdou, traduisit un message urgent pour une fille nigériane en pleurs qui ne comprenait pas où elle était. Ethan l'observait en silence. Elle ne faisait pas un spectacle. Elle n'attendait pas d'éloges. Elle servait, véritablement. En fin d'après-midi, ils étaient assis sur le trottoir, mangeant 2 pâtisseries farcies d'un chariot de rue. « Vous êtes remarquable », dit Ethan sincèrement. « Je suis ce que le système n'attendait pas et ce que je n'avais pas prévu. » Elle essuya ses doigts avec une serviette en papier. « En tant que PDG, vous voyez des graphiques. Moi, je vois des visages. Les chiffres mentent. Les gens, non. » Ethan resta silencieux un moment. « Pourquoi n'êtes-vous pas retourné à Columbia ?» Elle soupira. « Parce que ma mère est tombée malade, parce que les bourses ne couvraient pas les médicaments, parce que la facture d'électricité est arrivée avant la fin du semestre. Je pourrais payer vos études maintenant. Je n'ai pas besoin que vous payiez. J'ai besoin que vous répariez le système qui oblige les gens comme moi à choisir entre un diplôme et la dignité. » Le lendemain, Clara fut appelée à une réunion urgente avec le département juridique de l'entreprise. En arrivant, elle trouva 3 avocats, un contrat sur la table, et une pile d'accusations sans fondement. Ils disent que vous avez violé la politique en représentant l'entreprise dans des environnements externes sans autorisation formelle, dit l'avocat principal, un homme avec une moustache soigneusement taillée et un regard froid. J'ai représenté la dignité, pas l'entreprise, répondit Clara. Cela pourrait entraîner des poursuites judiciaires. Elle croisa les bras. Vous savez ce qui coûte plus cher que les procès? Ignorer la réalité. Ethan entra dans l'embrasure de la porte. Tout va bien ici? Apparemment non, répondit Clara. Ils essaient de me faire taire pour avoir fait plus que ce que ma description de poste permet. Ethan regarda les avocats. Vous pouvez disposer maintenant. Ils partirent, clairement mécontents. Ethan s'approcha de Clara. Ils n'ont aucune autorité pour vous intimider, et s'ils l'avaient, ils viennent de la perdre. Elle le regarda dans les yeux. Allez-vous vraiment soutenir ça? Je vais vous soutenir. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Clara trouva sa mère en pleine crise de toux. Le tube d'oxygène s'était détaché. Elle appela le service d'urgence, aida à la stabiliser, s'assit près du lit, les mains tremblantes. « Je ne peux pas te perdre maintenant, maman, murmura-t-elle. Evelyne serra sa main fort. « Tu es en train de voler, ma fille. Je veux juste voir où tu vas atterrir. » 2 jours plus tard, Ethan l'invita à un événement décontracté sur le toit de l'entreprise. Clara se présenta, méfiante, en veste en jean et pantalon noir, et trouva un groupe de jeunes de différentes parties du monde, tous issus des ONG qu'ils avaient visitées. Sur un grand écran, le nouveau projet lancé par l'entreprise, Caldwell Voice, un programme de soutien, d'éducation et de traduction pour les réfugiés et les minorités linguistiques. Clara regarda Ethan. « C'est réel? C'est à vous. Je viens de le signer. » Elle cligna des yeux, retenant ses larmes. « Et comment avez-vous fait passer ça auprès des actionnaires? » En mentant un peu. J'ai appelé ça une initiative stratégique d'expansion culturelle. Mais en réalité, c'est le projet le plus vrai que j'ai jamais fait. Clara s'approcha. Vous changez. Vous m'avez fait changer. Elle sourit. Et vous avez fait de même pour moi. Il la regarda dans les yeux. Que pensez-vous d'aller plus loin? Plus loin que quoi? Plus loin que la salle de réunion. Plus loin que les rapports. Plus loin que vous êtes différente. Clara prit une profonde inspiration. Ça ressemble dangereusement à des sentiments. Et si c'était le cas? Elle s'approcha, les yeux brillants.
Alors il faudra négocier les termes et les clauses. Juste une. L'honnêteté absolue. Ils sourirent, et à cet instant, sans contrat signé, sans témoin, sans badge ni costume, ils conclurent l'accord le plus important de leur vie. Un groupe de jeunes s'approcha timidement. « Êtes-vous la fille du projet ?» demanda une fille aux cheveux tressés colorés, peut être âgée de 12 ans. Clara s'accroupit et sourit. « Je suis l'une d'entre elles, mais vous serez les stars désormais. » La fille sourit, tenant un dépliant avec votre voix compte en 5 langues. « Parlez-vous toutes ces langues ? » « Je parle un peu, mais ce qui compte, c'est d'écouter. » La fille fit un pouce levé. « Vous êtes gentille, comme ma prof en Éthiopie. » Clara rit. « C'est un honneur. J'espère un jour mériter cette comparaison. » L'enfant courut rejoindre le groupe. Ethan, à côté d'elle, regardait avec une expression qu'il montrait rarement, un calme authentique, pas celui qui vient après un contrat signé, mais celui qui vient seulement quand on sait qu'on a fait ce qu'il fallait. « Je me demande, commença-t-il, tenant un thé glacé, comment quelque chose qui a commencé par un déjeuner sur le trottoir peut se transformer en un projet mondial. Ça commence par du pain pita et ça finit par du courage, dit Clara. Et un peu d'insomnie et de colère contre le système. Et beaucoup de foi, ajouta-t-elle, regardant le ciel. La foi aussi, mais une foi avec des actions, acquiesça-t-il. Puis-je poser une question difficile? Vous avez déjà commencé. Croyez-vous en moi? Elle se tourna lentement pour le regarder. Non, pas encore. Ethan sembla touché par ces mots mais ne recula pas. Juste. Et que dois-je faire pour changer ça? Arrêtez de faire les choses pour le spectacle et commencez à les faire avec un but. Et saurez-vous faire la différence? Clara sourit légèrement. Je sais toujours. Plus tard, lorsqu'ils retournèrent à l'immeuble de l'entreprise, ils restèrent coincés dans l'ascenseur à cause d'une panne électrique. Ils passèrent 37 minutes avec des alarmes, des appels d'urgence, et un silence gênant. C'est nouveau, dit Ethan. Coincé ici avec vous. Pas de réseau, pas de rapport, personne à sauver. Essayez-vous toujours de sauver quelqu'un? J'ai toujours essayé de me sauver moi-même, pour être honnête. Clara s'appuya contre la paroi de l'ascenseur, les bras croisés. Et ça fonctionne? Je ne sais pas, mais aujourd'hui, je ne me reconnais pas autant qu'hier, et c'est peut être un bon signe. Ou peut être une crise existentielle. Avez-vous déjà pensé à devenir conférencière motivante? J'ai déjà pensé à devenir astronaute, si ça peut t'aider. Ils rirent tous les deux. L'ascenseur tressauta légèrement. Ethan s'approcha un peu. Vous savez, tout ce projet, cette mission, ce changement, rien de tout cela ne serait arrivé sans vous. Je sais, et c'est exactement pourquoi je suis encore ici. Que voulez-vous dire? Parce que si je pars maintenant, je perds la chance de changer le sommet. Mais si je reste, je risque de devenir ce contre quoi je me suis tant battu. Ethan la regarda sérieusement. Je ne laisserai pas ça arriver. Elle détourna le regard. Vous ne pouvez pas promettre ça. Non, mais je peux me battre à vos côtés. L'ascenseur reprit vie avec un sursaut, et les lumières s'allumèrent. Les portes s'ouvrirent, mais ils restèrent là juste un instant de plus que nécessaire. Le lendemain soir, Clara retourna visiter l'ONG Words That Save. C'était la remise des diplômes pour un petit groupe de jeunes réfugiés qui avaient appris l'anglais et se préparaient à entrer à l'école publique le semestre suivant. Elle fut appelée pour remettre les certificats. À la fin, l'une des étudiantes, une fille de 16 ans nommée Lila, lut une note écrite avec l'aide du traducteur volontaire. Quand je suis arrivée ici, je ne savais même pas dire bonjour. Maintenant, je veux devenir avocate parce que la dame qui parlait comme moi m'a fait croire que je pouvais le faire. Clara tint le papier et pleura sans peur, sans honte. Evelyn, sa mère, regardait depuis le premier rang avec une bonbonne d'oxygène à côté d'elle et un regard de pure fierté. À la fin de l'événement, elle s'enlacèrent. « Je t'ai vu briller, ma fille, » dit Evelyn. C'était juste une étincelle, mais même le soleil commence ainsi. Plus tard ce jour-là, de retour chez elle en train de se changer, Clara reçut un message d'Ethan. Demain, sur le toit, 8h00, face à l'est, apportez du courage. Elle se regarda dans le miroir. Pour la première fois depuis des mois, elle aimait ce qu'elle voyait, pas à cause des vêtements, pas à cause des cheveux, mais à cause de la femme qui se tenait là. Entière. Elle sourit et répondit, « Je serai là. » Elle rit pour elle-même. Elle savait que quelque chose d'important arrivait, mais elle n'avait aucune idée de ce qu'il allait dire ni comment cela changerait tout. Le ciel au-dessus de New York devenait orange lorsque Clara arriva sur le toit de Caldwell Enterprise. Il faisait frais mais agréable, le genre de matinée qui semblait vouloir murmurer de bonnes nouvelles à quiconque voulait écouter. Elle portait un manteau beige noué à la taille et des bottes usées qui avaient survécu à plus de 60 000 de vélos dans la ville. Ses cheveux, tirés en un chignon lâche avec un stylo bleu, bougeaient doucement dans la brise. Ethan était déjà là. Il portait une chemise bleu clair, sans cravate, inhabituelle pour lui. Il était seul, appuyé sur la rambarde en verre,
regardant la circulation en bas comme s'il essayait de décoder un langage caché. Sur une petite table ronde, 2 tasses, du thé au jasmin, et un dossier marron avec le sceau de l'entreprise. Clara s'approcha lentement, prudente comme un chat errant près de nourriture fraîche. « Bonjour. J'espère que cette invitation surprise n'implique pas de saut à l'élastique d'entreprise. »« Pas cette fois, » sourit Ethan, même si j'ai envisagé d'engager un groupe de jazz juste pour l'effet. Elle s'assit. « D'accord, vous gagnez pour le suspense dramatique. Maintenant, allons-y. » Ethan fit glisser le dossier vers elle. « Lisez-le. » Clara l'ouvrit. À l'intérieur, un contrat de 2 pages, direct, sans petites lignes, sans piège juridique. Elle le lut en silence, ses yeux scrutant chaque ligne avec la concentration d'une loupe. Puis elle leva les yeux. « Vous plaisantez, n'est-ce pas? Je n'ai jamais été plus sérieux. C'est une offre pour devenir vice-présidente de l'innovation sociale de l'entreprise. » Exactement. C'est insensé. Je suis d'accord. Je suis jeune. Je n'ai pas de diplôme. Je ne fais pas partie du cercle des entreprises. C'est exactement pourquoi je vous veux. Elle passa une main dans ses cheveux. Vice-présidente, Ethan? N'est-ce pas trop tôt? Vous pensez d'une manière que personne ici ne fait. Vous lisez là où les autres survolent. Vous traduisez ce que les autres négligent. Et surtout, vous ressentez. Et vous apprenez aux autres à ressentir, aussi. Ce n'est pas un titre. C'est un champ de mine. Et vous êtes la seule à pouvoir le traverser sans tout faire exploser. Clara laissa échapper un rire sec. Et si tout va mal? Alors c'est sur moi. Elle regarda la vue. Vous savez que ça ne va pas bien se passer, n'est-ce pas? Bien sûr. Les actionnaires me traiteront de fou. Les cadres lèveront les yeux au ciel, et la presse dira que je suis tombée pour une livreuse et lui ai donné un titre. Elle le regarda dans les yeux, sérieuse. Et êtes-vous tombé pour moi? Ethan soutint son regard, réfléchit avant de répondre. J'apprends à admirer profondément. Quant à tomber, peut-être que je suis en chemin, mais si c'est le cas, je veux le faire correctement. Clara détourna le regard. Ça change tout ou ça commence tout. Elle referma le dossier. J'ai besoin de temps. Vous avez jusqu'à la fin de la semaine. C'est généreux. Je fais semblant d'être juste quand je veux avoir l'air humain. Et vous voulez avoir l'air humain avec moi. Je veux être humain avec vous. Clara sourit. Vous commencez à apprendre les bons mots. Mais vous avez encore raté le ton. Il rit. Et pour la première fois depuis longtemps, il semblait à l'aise. Cet après-midi-là, Clara rentra chez elle, la tête en ébullition. Evelyne était dans le salon, regardant un feuilleton vénézuélien avec des sous-titres anglais générés automatiquement. Je vois à ton regard que quelqu'un t'a fait une offre scandaleuse. Ce n'est pas scandaleux, mais c'est risqué. Qu'est-ce que c'est? Clara s'assit et lui raconta tout, l'offre, le titre de vice-présidente, la réaction probable du conseil, le risque. Evelyne écouta en silence. Quand Clara eut fini, elle dit simplement « Accepte ». Concha, ma chérie, tu as passé toute ta vie à attendre une fissure dans la porte. Maintenant, elle est ouverte. Passe à travers avec les 2 pieds avant qu'ils ne la referment. Et s'ils me démolissent? Alors tu reconstruis. Mais au moins, tu ne te reprocheras pas de t'être caché. Clara prit une profonde inspiration. Et à cet instant, elle décida. 2 jours plus tard, elle se présenta au bureau d'Ethan avec une enveloppe à la main. Il la vit entrer et se leva. Déjà, vous m'avez donné jusqu'à la fin de la semaine, mais je suis impatiente. Elle tendit l'enveloppe. Voici ma réponse. Il l'ouvrit. À l'intérieur, une seule feuille de papier avec une phrase écrite à la main. J'accepte, mais pour que ce soit clair, je reste une livreuse d'essence. Ethan sourit. C'est censé être poétique? C'est un avertissement. Je n'ai pas changé. Je me suis juste élargi. Il tendit la main. Elle la serra. La nouvelle de la nouvelle vice-présidente envoya des ondes de choc à travers Caldwell Enterprise. Les sites d'affaires qualifièrent cela de mouvement RH le plus audacieux de la décennie. Les colonnes de sociétés spéculèrent sur une romance secrète. Les analystes financiers remirent en question la santé mentale d'Ethan, mais aucun d'eux ne savait ce qui se passait vraiment à l'intérieur. Clara entra dans le rôle avec aisance. Les réunions se déroulaient plus naturellement. Les projets sociaux devinrent centraux. Les jeunes talents trouvèrent leur voie, et la culture de l'entreprise commença à changer, lentement mais clairement. Certains l'appelaient une anomalie, d'autres un miracle. Ethan savait qu'elle était les deux et plus encore. Un soir après un événement caritatif, ils se retrouvèrent seuls sur le balcon. Ils étaient en tenue formelle, mais il y avait quelque chose de libre chez eux deux. « Froide » demanda-t-il. « Non, j'ai trop de choses en moi pour ressentir le temps qu'il fait dehors. Je pense à courir, je pense que peut-être j'ai sauté dans une mer où je ne sais même pas nager. » Ethan la regarda. « Si tu commences à couler, je sauterai après toi. Et si je t'entraîne avec moi, alors on coule ensemble. Mais au moins, on aura essayé. » Clara sourit.
Ça semble dangereusement romantique. Je ne ferai pas ça. Pas encore. Pas tant que tu es encore en train de construire tes ailes. Et si je volais déjà? Alors apprends-moi. Ils se regardèrent longuement, mais il n'y eut pas de baiser. Pas encore. C'était trop tôt pour ça, mais trop tard pour faire marche arrière. Et ainsi, avec une signature et un saut dans l'inconnu, Clara Bennett, ancienne livreuse, fille d'une infirmière à la retraite, amoureuse autodidacte des langues, devint l'une des dirigeantes les plus inattendues du monde de l'entreprise new-yorkais. Mais la plus grande révolution restait à venir, et elle viendrait d'où personne ne l'attendait. La nomination de Clara Bennett, comme vice-présidente de l'innovation sociale chez Caldwell Enterprises sembla d'abord un mouvement audacieux et inspirant. Mais en une semaine, cela devint le carburant d'un feu en coulisses. Les réunions étaient interrompues par des regards en coin. Les cadres chuchotaient dans les couloirs comme s'ils échangeaient des secrets. Les rapports commençaient à arriver en retard. Les invitations aux réunions stratégiques semblaient juste manquer la nouvelle vice-présidente. Clara remarquait tout. Elle avait déjà vécu le silence toxique de l'exclusion sociale dans les salles de classe, les dîners, et les files d'attente à l'hôpital avec sa mère. Ce regard qui dit que vous n'êtes pas à votre place lui était bien trop familier. Sauf que maintenant, il portait une cravate Hermès. « Tu sens la tension ?» murmura Nathan alors qu'elle traversait l'étage des cadres. « Ouais, on dirait que quelqu'un a laissé une oignon politique pourrir dans la moquette. Ils sont nerveux, Clara. Personne ne pensait que tu tiendrais au-delà de 2 lattes et d'un post LinkedIn. Maintenant que tu changes vraiment les choses, les jeux ont commencé. J'ai déjà joué à ce jeu. Là d'où je viens, on appelait ça l'humiliation silencieuse. » Nathan hésita, puis se pencha plus près. « Si tu as besoin d'un informateur, je suis partant. J'aime un peu de danger, et il ne me paye pas assez pour faire semblant d'être neutre. » Clara rit. « Est-ce notre première alliance de résistance d'entreprise? Si c'est le cas, je veux un nom de code, quelque chose comme Opération Yakisoba. » Elle essaya de rester sérieuse mais finit par rire pour de vrai. Le lendemain matin, une réunion avec les investisseurs externes de Caldwell était prévue. Ethan ne pouvait pas y assister, il était à un forum international, laissant Clara diriger la présentation. Elle arriva tôt, bien préparée avec des graphiques, des données et un discours soigneusement écrit. La salle était remplie d'hommes en costume et de 2 femmes, l'une clairement ennuyée, l'autre regardant Clara comme si elle était une stagiaire confuse. Pendant la présentation, elle fut interrompue 3 fois. La première, ils questionnèrent son expérience formelle en gestion. La deuxième, ils insinuèrent que les résultats sociaux pourraient être une tendance inefficace. La troisième, ils rirent quand elle mentionna un projet développé en partenariat avec une organisation à but non lucratif dans un quartier défavorisé. Clara prit une profonde inspiration. Elle ne perdit pas son calme. « Je comprends que ma présence ici mette certaines personnes mal à l'aise, dit-elle fermement. Je ne viens pas de Harvard. Je n'ai pas de MBA de Suisse. Mais je connais le terrain que vous n'avez jamais foulé. Et c'est là que cette entreprise rencontre la vision. » Silence. Et plus encore, l'innovation ne consiste pas à préserver le statu quo. Il s'agit de briser les schémas qui ne profitent qu'à ceux déjà assis à la table. Et j'ai construit ma propre chaise. La femme qui semblait ennuyée leva enfin les yeux et sourit, un sourire subtil, mais réel. Après la réunion, Clara sortit avec des pas assurés. Elle ressentait encore le poids de leur jugement mais portait quelque chose de plus fort, la conviction. Quelques heures plus tard, Nathan se présenta dans son bureau avec un papier plié. Info fraîche. Je viens de l'entendre dans la salle de pause. L'un des directeurs, M. Langston, essaie d'organiser une motion pour limiter votre autorité sur les initiatives sociales. Il se coordonne par email, mais utilise des noms de code pour compliquer le suivi. Des noms de quoi? Exactement. Vous êtes la variation. Ethan est le faux pas. Très créatif. Veux-tu que je pirate? Non. Laisse-les gaspiller leur énergie à comploter. Pendant ce temps, nous produisons des résultats. Mais Clara savait que ce n'était que le début. Le lendemain, quelque chose d'inattendu se produisit. En quittant l'entreprise, elle fut approchée par une femme petite avec des cheveux blancs soigneusement coupés et une robe vert foncé. Clara Bennett? Oui. Je suis Margaret Norrington, directrice de la Fondation Urban Life. J'ai lu un article sur vous dans le journal de la ville. Nous devons parler. Clara ne savait pas si elle devait se défendre ou dire merci. Margaret sourit. Détendez-vous. Je ne suis pas là pour vous saboter. Je suis là pour proposer un partenariat. 2 heures plus tard, elles étaient assises dans un café simple à Harlem. Margaret était directe, intelligente, et n'avait aucune patience pour les politesses. Nous travaillons avec des familles déplacées, des femmes immigrées, et des jeunes LGBTQIA+ expulsés de chez eux. Nous construisons des réseaux de soutien, mais il nous manque de la structure, des connexions, et une plateforme. Et que voulez-vous de moi? Je veux que vous utilisiez votre nouvelle position pour ouvrir des portes.
Nous avons l'impact. Vous avez l'accès. Clara réfléchit un moment. Je suis partante, mais à une condition. Laquelle? Pas de charité décorative. Si Caldwell utilise notre image, le changement doit être réel. Margaret tendit la main. Marché conclu. Quand Clara retourna au bureau, elle était enthousiaste. Mais elle trouva un email intitulé Revue des compétences, restructuration du secteur. À l'intérieur, un message froid. Sur la base des récents commentaires sur les performances et des préoccupations concernant la centralisation des prises de décision, nous demandons que la vice-présidence de l'innovation sociale rende désormais compte directement au conseil exécutif. En pratique, c'était une prise de pouvoir. Elle ferma l'ordinateur portable, regarda par la fenêtre et envoya un court message à Ethan. Il joue sale. Nous devons parler à votre retour. Quelques minutes plus tard, il répondit par un message vocal. Tiens bon. Je suis déjà à l'aéroport. Nous allons renverser la situation. Mais Clara n'attendit pas. Le lendemain matin, elle convoqua une réunion d'urgence avec les chefs de projet, les directeurs partenaires, et 3 représentants des ONG ayant reçu des financements de l'entreprise ces derniers mois. La salle était pleine. Je sais que je ne corresponds pas au profil de leadership traditionnel ici, mais je ne suis pas là pour plaire aux investisseurs. Je suis là pour faire changer les choses. S'ils essaient de couper ce pont, la ville perd. Elle montra des données, des vidéos, des témoignages, des métriques d'impact social. À la fin, ils lui firent une ovation debout. C'est alors que Langston entra. Silence. Il semblait mal à l'aise. Puis-je parler? Demanda-t-il, essayant de paraître calme. Allez-y, répondit Clara. Tout cela est bien, mais le monde réel exige un équilibre. Notre entreprise doit penser au profit. Le profit sans conscience n'est que du vol en costume, rétorqua-t-elle. Certains rirent. Langston déglutit difficilement et partit. Quelques heures plus tard, Ethan entra dans le bureau de Clara. J'ai vu la vidéo de la réunion. Elle circulait déjà avant que j'atterrisse. Vous avez arrêté Langston avec une phrase et une infographie. Et pourtant, il est toujours là. Pas pour longtemps. Je viens de voir le conseil, et je vous ai apporté un cadeau. Il lui tendit une enveloppe. Elle l'ouvrit. C'était une lettre officielle du conseil, annulant la limitation de son rôle et confirmant son autorité totale en tant que vice-présidente. Clara sourit. Nous avons gagné la première bataille. Et maintenant, nous construisons sans demander la permission. Ce soir-là, Ethan l'accompagna jusqu'au métro. Pas de voiture blindée, juste 2 personnes fatiguées et heureuses dans une ville qui les écrasait de différentes manières et les avait maintenant amenées sur la même plateforme. As-tu remarqué, dit-il. Quoi? Nous devenons un exemple. Il y a des gens dehors qui commencent à y croire parce que vous êtes au sommet. C'est dangereux. C'est nécessaire. Elle le regarda de côté. Es-tu encore en transit? À propos de ce que je ressens à propos de tout ça? Ethan prit une profonde inspiration. Je pense que je suis déjà à ma destination. Je ne sais pas si tu m'attendras à la sortie. Elle sourit. Quiconque a marché dans l'obscurité connaît la valeur de la lumière. Une pluie légère tombait sur Brooklyn quand Clara descendit du métro ce samedi matin. C'était censé être son jour de congé, du moins en théorie. Mais quelqu'un comme elle ne pouvait pas rester à la maison quand il y avait des gens qui avaient besoin d'aide. Avec ses écouteurs et un dossier de documents dans son sac à dos, elle marcha vers un petit bâtiment avec de la peinture écaillée et des fenêtres embuées. C'est là que vivait Madame Isabella, une immigrante équatorienne de 68 ans qui vendait des empanadas dans le parc et, depuis 2 semaines, faisait face à une expulsion à cause d'un bail qu'elle comprenait à peine, car il était écrit en anglais juridique plein de clauses cachées. C'est comme si j'avais signé sans même savoir, avait dit la femme la dernière fois qu'elle s'était rencontrée. Clara enquêta sur l'affaire seule. Elle découvrit que le nouveau propriétaire du bâtiment était un fonds d'investissement immobilier qui achetait de vieux immeubles et expulsait les locataires vulnérables en exploitant des failles dans leurs baux. Isabella avait jusqu'à aujourd'hui, 14 heures, pour comparaître devant un juge au tribunal des petites créances. Il était 13h27. Clara entra dans le tribunal avec le cœur battant et les chaussures mouillées. La salle d'audience était pleine. Isabella, recroquevillée dans un coin, tenait un dossier plastique avec des papiers froissés et un crucifix dans les mains. « Je suis là », murmura Clara, s'asseyant à côté d'elle. « Ils ont un avocat. Pas moi. Je vais perdre. Pas avec nous ici. » Neus? Clara regarda autour d'elle. Elle était la seule à être venue. Mais peu importe. J'ai apporté un dictionnaire, quelques lois, et un peu de courage. Ça devra suffire. À 13h58, l'affaire fut appelée. L'avocat du groupe immobilier était jeune, bien habillé, et portait un épais dossier de documents. Monsieur le juge, c'est une affaire contractuelle simple. Le locataire, en signant l'accord, a renoncé à la clause de renouvellement automatique. Nous ne faisons qu'appliquer ce qui a été convenu. Clara se leva. Votre honneur, avec votre permission,
j'aimerais parler au nom de Madame Isabella. Le juge, un homme aux cheveux gris avec un regard expérimenté, haussa un sourcil. Êtes-vous avocate? Non, je suis vice-présidente chez Caldwell Enterprises et spécialiste des contrats multilingues. J'ai personnellement examiné ce document, et il y a des problèmes sérieux. L'avocat adverse rit doucement. Ce n'est pas une conférence de presse, ni un cirque. Clara répondit, mais le bail en question contient un langage vague et n'a été fourni qu'en anglais, bien que la locataire parle principalement espagnol. La clause clé est imprimée en petits caractères avec des termes techniques qui n'ont jamais été expliqués. Cela va à l'encontre du principe fondamental de la bonne foi dans les contrats. Le juge haussa un sourcil. Avez-vous des preuves? Clara sortit un dossier de son sac à dos, des pages agrafées marquées au surligneur jaune, avec une copie du bail pleine de notes. Les voici. Je l'ai comparé avec le modèle de bail standard de la ville et des jugements antérieurs dans des cas similaires. Ce document est rédigé de manière à confondre, pas à clarifier. La salle se tut. Même l'avocat adverse semblait déstabilisé. De plus, continua Clara, nous avons des témoignages de voisins et une transcription de la conversation où l'agent a dit « signez simplement ». Ça ne change rien. Isabella n'a eu ni assistance, ni traduction. Ce n'est pas signé. C'est un piège. Le juge examina les documents. Il passa 5 minutes à les feuilleter attentivement. Puis il laissa échapper un long soupir. Je suis d'accord qu'il y a des incohérences dans le contrat et des signes de mauvaise foi dans la manière dont il a été géré. L'expulsion est suspendue. Le locataire restera dans l'appartement jusqu'à une nouvelle audience, cette fois avec un soutien juridique. Isabella se couvrit la bouche, submergée. L'avocate referma son dossier, visiblement contrariée. Clara serra la femme âgée dans ses bras. Vous ne partez nulle part aujourd'hui. Isabella pleura. Gracias. Gracias, mi ángel. Clara sourit. J'ai juste traduit ce qui criait déjà en silence. En quittant le tribunal, Clara ne s'attendait pas à voir des flashs d'appareils photo, mais ils étaient là. Un journaliste avait été averti, peut-être même par quelqu'un du groupe immobilier essayant d'exposer la vice-présidente activiste de Caldwell. Mais l'effet fut inverse. L'image de Clara tenant les documents et serrant la femme âgée dans ses bras devint virale en quelques heures. La VP de Caldwell défie une expulsion et gagne au tribunal avec des faits et de l'empathie, titrait l'article le plus partagé de la journée. Les commentaires se répandirent sur les réseaux sociaux. Cette femme est ce que chaque PDG devrait être. Elle n'a pas gravi les échelons. Elle a amené le sommet aux gens. Si le courage était un titre de poste, elle serait déjà présidente. Ethan, qui était en réunion à ce moment-là, reçut une alerte sur son téléphone. Quand il l'ouvrit, il vit la photo. Il resta silencieux quelques secondes, puis sourit. Plus tard ce même jour, Clara fut convoquée pour une réunion privée au siège de l'entreprise. En arrivant, elle trouva Ethan dans la salle de conférence avec 3 membres du conseil et l'équipe de communication. « Ça va ?» demanda-t-il, tenant toujours son téléphone. « Je vais bien. Fatigué, mais bien. Ça a explosé », dit l'un des directeurs de la communication. « Les médias internationaux demandent à vous interviewer. J'ai juste aidé une femme qui ne comprenait pas son bail. Et en faisant cela, vous avez fait les gros titres », ajouta Ethan. Clara soupira. « Vous savez ce qu'il y a de plus fou? Ce n'est pas de me voir dans les journaux. C'est que pour la première fois, je n'ai pas eu peur de parler ou d'être entendu. » Un silence respectueux envahit la salle. Ethan se leva et la regarda dans les yeux. « Vous avez fait ce que personne ici n'a eu le courage de faire, et vous l'avez fait sans avoir besoin de permission. La réalité n'attend pas un badge pour faire mal, répondit-elle. À compter d'aujourd'hui, déclara Ethan, chaque division de Caldwell gérant des contrats immobiliers ou sociaux subira une révision linguistique, et vous en serez la superviseure générale. C'est beaucoup, dit Clara, les yeux écarquillés. Ce n'est que le début. En rentrant chez elle, Clara reçut un appel inattendu. Bonjour. Est-ce Clara Bennett? C'est la juge Laura Ellis du tribunal civil. Je voulais juste vous féliciter, pas pour avoir gagné, mais pour la manière dont vous avez géré l'affaire. Vous nous avez rappelé à tous pourquoi la justice existe. Clara tint le téléphone un moment, les yeux embués. Merci, votre honneur. Continuez. Faites du bruit intelligemment. À la maison, Evelyn regardait la télévision quand Clara entra. Je l'ai vu, dit sa mère sans détourner le regard. Il t'appelle l'avocate sans diplôme. Je préfère interprète de justice. Evelyn rit. Et avec beaucoup plus de style. Plus tard ce soir-là, Ethan envoya un message. Penses-tu toujours que tu n'as pas ta place ici? Clara répondit, je ne suis pas sûre d'avoir ma place, mais je sais qu'on a besoin de moi. Il répondit par un mot. Exactement. Elle sourit. Et dans ce sourire, il y avait une nouvelle certitude. Elle n'avait pas besoin d'un titre pour avoir du pouvoir. Elle était déjà puissante parce qu'elle savait exactement comment l'utiliser. La semaine suivante fut un tourbillon. Après l'audience avec Madame Isabella et la réaction du public,
Clara Bennett devint le visage d'un changement auquel personne ne s'attendait, encore moins elle. Elle était partout, interviews, emails de remerciements, invitations à des événements dont elle aurait autrefois été exclue à cause de son adresse. L'Université Columbia la contacta même à nouveau, proposant une reconnexion institutionnelle avec des honneurs rétroactifs. Mais en elle, quelque chose devenait lourd. L'exposition, les attentes, la solitude des prises de décision, la peur de se perdre dans tout cela. Elle avait l'impression qu'au lieu de grandir dans le rôle, elle rétrécissait sous le poids de représenter des milliers de voix invisibles sans jamais faire d'erreur, sans jamais échouer, sans être autorisée à être simplement humaine. Le mardi matin, elle se regarda dans le miroir des toilettes de l'entreprise et vit un visage fatigué, des yeux enfoncés, des cheveux rapidement tirés en arrière, une expression qui ne correspondait plus à la fille qui parcourait les rues à vélo avec un sac à dos et du courage dans le cœur. Elle retourna à son bureau, s'assit dans son fauteuil pivotant et fixa la ville. New York continuait à s'agiter, indifférente. Evelyn allait plus mal. Les visites à l'hôpital devenaient plus fréquentes. Clara avait à peine le temps de respirer, encore moins de s'occuper de la femme qui lui avait tout donné. Elle prit une feuille de papier et commença à écrire à la main. « Chers membres du Conseil, merci profondément pour l'opportunité que vous m'avez donnée. Mais en ce moment, j'ai besoin de me rappeler qui je suis et de rentrer chez moi. » Elle signa, plia la feuille et la mit dans sa poche. C'était décidé. Il était temps de partir. Ce soir-là, elle rentra chez elle lentement. En entrant, elle trouva Evelyn endormie sur le canapé, la bonbonne d'oxygène à côté d'elle et une couverture sur les épaules. Elle s'assit prudemment, ne voulant pas la réveiller, et resta là, à regarder, à écouter, à ressentir. Son téléphone vibra. Un message d'Ethan. « Puis-je te voir ?» Elle hésita, puis répondit, « Demain après-midi, sur le banc du parc en face de l'immeuble. » Pas de costume. Le lendemain était nuageux. Clara arriva la première. Elle s'assit sur le banc, les bras croisés, fixant les immeubles devant elle comme s'ils étaient des sommets inaccessibles. Ethan arriva à l'heure exacte, en jeans foncés, une chemise simple et des baskets qui n'étaient clairement pas son style habituel. « J'aime le déguisement, » dit-elle sans quitter la rue des yeux. « J'essaie d'avoir l'air humain, tu te souviens ?» Silence. Elle sortit l'enveloppe de sa poche et la lui tendit. « Qu'est-ce que c'est ?»« Ma lettre de démission. » Ethan la lut lentement. Quand il eut fini, il la plia soigneusement et la glissa dans la poche intérieure de sa chemise. « Pourquoi maintenant ? Parce que je suis fatigué d'être un symbole. Parfois, je veux juste être moi. Tu n'as pas besoin de partir pour être toi. Si, je le dois. J'ai gravi cette montagne à moto, mais maintenant, on dirait qu'on me demande de piloter un avion sans instruction. Ils ne t'ont pas donné d'instruction parce que personne n'est jamais arrivé là où tu es, Clara. Mais je ne veux pas être une pionnière pour toujours. Je veux juste respirer. » Ethan prit une profonde inspiration. « Et si je te demandais de rester ? Je serais comme tous ceux qui essaient de me convaincre que je suis plus utile vivante que libre. » « Non, » dit-il, « je ne veux pas que tu restes pour l'entreprise, pour la cause ou pour moi. Je veux que tu restes si tu veux construire quelque chose avec moi. » Pour la première fois ce jour-là, elle le regarda dans les yeux. « Que veux-tu dire par là ?» Il s'assit à côté d'elle. « J'ai essayé de me retenir. Tu avais tant de choses en cours, et je pensais que ce serait égoïste de m'approcher. Mais je suis tombé amoureux de toi. » Clara déglutit difficilement. « Ce n'est pas juste. Je sais, mais c'est la vérité. Tu es mon patron. Je l'étais. Maintenant, je suis juste un gars sur un banc de parc qui parle à la femme la plus incroyable qu'il ait jamais rencontrée. » Elle rit, mais il y avait des larmes dans ses yeux. « Et si je te disais que je ressens quelque chose aussi, que mon cœur s'emballe chaque fois que tu entres dans une pièce ? Alors on courra ensemble. Et si je me perds au milieu de tout ça ? Je t'aiderai à retrouver ton chemin. Et si je me perds, tu me montreras comment revenir. » Elle resta silencieuse longtemps. Puis elle reprit l'enveloppe de ses mains. « Je ne vais pas la déchirer, mais peut-être que je vais la garder pour l'instant. C'est suffisant. » Il lui prit la main. « Tu n'as pas à tout décider maintenant. Respire, c'est tout. » Et elle le fit, pour la première fois depuis des jours, profondément, lentement. « Heureusement que tu n'es pas venu en costume. J'aurais pu te frapper. Chanceux que je sois en jeans et avec ses baskets. Horribles. Et pourtant, tu m'aimes. » Elle secoua la tête. « Idiot. Vice-présidente. Idiote. » Exactement. Ils rirent ensemble. Et à cet instant, pas de baiser, pas de musique de fond, pas de grandes promesses, ils surent que quelque chose de nouveau avait commencé. Le lendemain, Clara retourna à l'entreprise. Elle n'annonça pas sa décision. Elle entra simplement dans le bureau comme si elle n'était jamais partie. Et tout le monde respecta cela. Les regards changèrent. Les sourires étaient plus chaleureux. Même Langston, son critique le plus sévère, la traitait maintenant avec une politesse forcée presque comique.
Cet après-midi-là, pendant qu'elle tapait un rapport, Nathan entra avec 2 tasses de café. Alors, tu restes pour l'instant? Et Ethan, pour l'instant, aussi. Donc, ça veut dire que pour l'instant, pourrait devenir pour toujours, mais seulement si c'est léger. Seulement si c'est réel. Nathan sourit. Je savais que tu étais intelligente. Je ne savais pas que tu étais aussi poétesse. Ne répands pas ça. Ça pourrait ruiner ma réputation de sorcière des contrats. Ce soir-là, elle rentra chez elle et trouva Evelyne éveillée. Tu es de retour. Je suis de retour. Et des nouvelles? Clara prit la lettre, maintenant pliée plusieurs fois, et la plaça au fond d'un tiroir. Juste une chose de sûre. Quoi donc? Que ma place est exactement là où m'avoir rend encore les gens mal à l'aise. Evelyn saw it. Alors rend les mal à l'aise avec amour. Sur son ordinateur de bureau, Clara créa un nouveau dossier, Révolution interne. À l'intérieur, elle commença un nouveau document intitulé « Comment changer le monde sans se perdre ». Première ligne. Commencez avec un sac à dos, un rêve et une langue acérée. Ensuite, trouvez quelqu'un qui croit en vous et ne vous arrêtez jamais. C'était un vendredi chaud à New York, pas le genre de chaleur qui fait fondre l'asphalte, mais celle qui accompagne la fin du printemps, une chaleur qui sent l'espoir. Les arbres devant la fondation Words That Save étaient en fleurs, et tout le quartier semblait vibrer d'une anticipation silencieuse. Clara était nerveuse, plus qu'elle ne l'avait jamais été dans une réunion du conseil ou à la télévision. Long organisait la cérémonie de clôture du programme Caldwell Voice, celui qu'elle avait aidé à créer, façonner et développer. Maintenant, 6 mois plus tard, c'était la première remise de diplôme. Dans le public, des mères avec des foulards colorés, des pères tenant des téléphones pour filmer, des jeunes en vêtements simples mais avec des yeux brillants. Il y avait des traducteurs bénévoles, des affiches dans plusieurs langues, et une fresque avec les drapeaux des pays représentés, Haïti, Syrie, Mexique, Ukraine, Nigeria, Bangladesh, Colombie. Et au milieu de tout cela, Clara. Elle portait une robe bleu foncé avec des manches amples et ses cheveux en une tresse sur le côté, pas de talons, pas de maquillage lourd. Elle voulait se présenter telle qu'elle était, authentique, vue. Elle était là en tant que mentor et comme preuve vivante qu'il était possible de briser la barrière de l'inexistence. À côté d'elle se trouvait Margaret Norrington, la directrice de l'ONG, et 3 membres du conseil de Caldwell. Mais Ethan n'était pas là. Il était en voyage cette semaine-là pour une conférence à Zurich. Il avait envoyé un message de soutien, mais Clara ressentait son absence comme un vide dans sa poitrine. Elle essaya de ne pas s'y attarder. « Prête ?» demanda Margaret. Clara prit une profonde inspiration. « Je l'ai toujours été. Les gens avaient juste besoin d'y croire. » Elle monta sur la scène, tenant le micro à 2 mains. L'auditorium de fortune se tut. Il y a 6 mois, ce projet était considéré comme un risque. Les gens disaient que c'était trop de philanthropie, que les jeunes des marges ne voulaient pas apprendre des langues, ou que les réfugiés n'avaient pas le temps d'étudier. Elle regarda les diplômés. Aujourd'hui, vous prouvez qu'ils avaient tort. Vous n'avez pas seulement appris, vous enseignez. Un étudiant de 17 ans cria, vous nous avez fait y croire. Elle sourit. Et vous m'avez donné une raison de rester. Juste à ce moment, la porte du fond s'ouvrit discrètement, sans attirer l'attention. Ethan entra. Il portait un blazer foncé et une chemise blanche, sans cravate, le regard intense, la posture détendue. Il tenait une enveloppe à la main. Il s'arrêta près du mur au fond de la salle et observa simplement. Clara continua, « Mon histoire n'est être pas typique. J'étais livreuse. J'étais invisible. J'étais sous-estimée. Mais aujourd'hui, debout ici avec vous tous, je prouve que même le sommet peut apprendre à parler avec un accent différent. » Des applaudissements éclatèrent. Des gens pleuraient. Une femme se leva et dit, « Clara, vous êtes la voix que nous n'avons jamais eue. » Elle ferma les yeux une seconde, prit une inspiration et dit, « Et maintenant, je veux présenter l'une des personnes qui a rendu tout cela possible, un homme qui, malgré son apparence arrogante et sa difficulté à montrer ses émotions, a eu le courage de prendre un risque et de changer. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Ethan Caldwell. » Toute la salle se tourna vers le fond. Ethan marcha lentement le long de l'allée centrale. Il salua quelques personnes d'un signe de tête. Il monta sur la scène sans regarder directement Clara, pas avant la toute dernière seconde. Quand leurs yeux se rencontrèrent, le temps sembla s'arrêter. Il tenait l'enveloppe fermement. « Bon après-midi » commença-t-il, la voix calme et stable. « Je ne suis pas venu ici aujourd'hui en tant que PDG. Je suis venu en tant que quelqu'un qui a appris de cette femme à mes côtés et de vous tous. Dans le monde de l'entreprise, on nous apprend à regarder les chiffres, à prévoir les tendances, à atteindre des objectifs, mais rien de tout cela ne m'a préparé à rencontrer une âme comme celle de Clara Bennett. » Clara déglutit difficilement, ses yeux s'embuèrent. Ethan continua. « Elle m'a appris que l'intelligence ne vient pas avec un code postal, que le talent ne porte pas de costume,
et que l'empathie pourrait bien être la politique la plus révolutionnaire de toutes. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'annonce officiellement la création de l'Institut Clara Bennett pour la linguistique sociale. Oui, il fera partie de Caldwell Enterprises, mais il aura une pleine indépendance, et Clara en sera la fondatrice, présidente et chef de projet. La salle explosa en applaudissements, acclamations et sifflements. Clara se couvrit la bouche avec la main. Les larmes coulèrent librement. Ethan se tourna vers elle. « Et si tu acceptes, je veux que tu sois non seulement le cœur de ce projet, mais sa lumière guide, l'exemple que tu es déjà pour tant de gens. » Elle ne put parler pendant quelques secondes, puis elle prit le micro. « J'accepte. » Le rugissement de la foule résonna contre les murs. Clara et Ethan s'enlacèrent, une longue étreinte silencieuse pleine de sens. Elle murmura à son oreille, « C'était un retour digne d'un film, et l'héroïne mérite une fin heureuse. Nous n'en avons pas fini. Alors écrivons la suite ensemble. » Après l'événement, dans la cour de l'ONG avec des enfants courant partout, des photos prises et des familles célébrant, Ethan et Clara s'assirent à l'écart. « Tu sais ce qu'il y a de plus fou ?» dit-elle. « Je pensais que ma plus grande peur était d'échouer, mais je crois que c'était d'être vu. Et maintenant, je me vois aussi. » Il lui prit la main. « Il y a quelque chose que je n'ai pas encore fait. »« Quoi donc ?»« Tcha !» Et puis il l'embrassa, un baiser doux, silencieux, honnête. Pas de public, pas de caméra, pas de scénario, juste un baiser entre deux personnes venant de mondes différents mais qui se sont retrouvées au même endroit. Dans les jours qui suivirent, l'histoire de l'Institut Clara Bennett devint virale. Émissions de télévision, invitations à parler, intérêt international, dons record. Mais Clara resta la même. Elle prenait toujours le métro. Elle rendait encore visite à Madame Isabella. Elle apportait encore la soupe de sa mère le mercredi. Seulement maintenant, elle avait une fondation et un partenaire. Ethan, de son côté, démissionna de son poste de PDG quelques mois plus tard, comme il l'avait prévu. Il était prêt pour un nouveau chapitre, un chapitre avec plus d'humanité et de connexion. Lors de sa dernière réunion d'entreprise, il prononça un discours simple. On dit que l'amour affaiblit les leaders. Mais si c'est vrai, alors j'espère que nous sommes tous faibles, car c'est seulement avec de l'amour qu'on peut construire quelque chose qui compte vraiment. Une nuit à la maison, Evelyn regarda une photo de sa fille sur le mur de l'ONG et sourit. « Tu es devenu tout ce que je n'ai jamais rêvé de dire mais que j'ai toujours su que tu étais. » Clara l'embrassa sur le front. « Je suis toujours ta fille. J'ai juste plus de paperasse à signer maintenant. » Evelyn rit. « Et tu as embrassé un PDG. »« Oh, maman. Je l'ai vu à la télé. » Elles éclatèrent toutes les deux de rire. Sur le mur du nouvel institut, une phrase gravée en métal doré, « Les langues construisent des ponts, mais l'amour est ce qui les traverse. » Signé, Clara Bennett. Le jour commença gris à New York, pas le genre de ciel qu'on espère pour un jour de mariage, mais Clara Bennett était heureuse, heureuse d'une manière qui n'avait rien à voir avec la couleur du ciel, la luminosité du soleil ou les prévisions météo. C'était une félicité paisible, ancrée comme des racines, celle qui vient lorsqu'on sait enfin que tout a un sens. Elle était dans une pièce de la fondation Words That Save, où le mariage aurait lieu. Elle avait décidé qu'elle voulait quelque chose de simple, pas d'hôtel de luxe, pas de lustre doré, pas de tapis rouge. Elle voulait se marier là où l'amour s'était d'abord transformé en mission. Elle portait une robe blanche à manches courtes, avec un col en V et de la dentelle brodée à la main par des mères immigrées participant au projet. À ses pieds, des baskets blanches. Dans ses cheveux, des fleurs sauvages. Pas de maquillage lourd, pas de bijoux coûteux, mais ses yeux n'avaient jamais brillé autant. Evelyn, sa mère, était assise dans un fauteuil à proximité. Elle portait une tenue bleu clair avec un foulard modeste et un large sourire sur le visage. « Prête, ma chérie ?» Clara la regarda à travers le miroir. « Depuis le jour où il m'a jeté ce contrat en mandarin sur les genoux. Romantique pour nous, c'était. » À l'autre bout de la ville, Ethan ajustait son col devant le miroir. Il portait un costume bleu foncé, une cravate bordeaux, des chaussures cirées, et une fleur à la boutonnière choisie par Clara. Il était nerveux. Nathan, maintenant promu directeur de l'Institut Clara Bennett, entra avec 2 tasses de café. « Tu as 3 minutes pour t'enfuir si c'est ce que tu penses. »« Je ne le ferai pas. »« Alors, prêt ? » ?»« Pour la première fois, oui. » Nathan s'approcha. « Je n'aurais jamais pensé te voir comme ça, humain, détendu, souriant sans raison. » Clara fait ça. Elle ne change pas seulement les contrats. Elle change les gens. « Et was there no main ?» Ethan rit. « Je pense que oui. Je respire même mieux. » La cérémonie commença à 11h00 dans le jardin de la fondation. Il y avait des chaises en bois avec des coussins simples, des serviettes colorées, des arrangements floraux choisis par les enfants, et de la musique live, violon et accordéon. Parmi les invités se trouvaient des jeunes diplômés, des maires de projets sociaux, des activistes, des employés de Caldwell, des travailleurs d'ONG, et des gens qui avaient croisé le chemin de Clara et Ethan.
Quand Clara descendit l'allée improvisée, tout le monde se leva, mais c'est Ethan qui faillit perdre son souffle. Clara marcha avec assurance, seule, car personne n'avait besoin de la donner. Elle était déjà entière. Quand elle atteignit l'hôtel, ils se regardèrent longuement, comme quelqu'un qui finit un livre et réalise qu'il veut le relire depuis le début. L'officiant, un homme gentil avec un accent colombien, commença. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement un mariage. Nous célébrons le choix de deux personnes venant de mondes différents mais qui ont choisi d'avancer dans le même. Clara tenait les mains d'Ethan. J'ai pensé à écrire des vœux élaborés, dit-elle. Mais l'amour que je ressens pour toi ne tient pas dans de grands mots. Il tient dans les choses simples, comme se réveiller et se rappeler que tu existes, comme savoir que même si je trébuche, tu riras d'abord, puis tu m'aideras à me relever. Tout le monde rit. Ethan parla ensuite. Je viens du silence, des chiffres, de la perfection. Mais toi, tu as secoué mon ordre. Tu as déchiré ma logique, et tu as construit de la poésie au milieu de ma structure. Je ne veux pas te comprendre. Je veux marcher à tes côtés jusqu'à ce que toutes les traductions s'épuisent et qu'il ne reste que l'amour pur. Evelyn essuya des larmes. Nathan aussi. Même Margaret fit semblant de se frotter les yeux. Je vous déclare maintenant partenaire de vie, dit l'officiant. Et si vous souhaitez sceller cela par un baiser, c'est à vous de décider. Ils s'embrassèrent, doucement, profondément, véritablement. La réception eut lieu en plein air avec de la nourriture préparée par les femmes du projet, yakisoba, empanadas, falafel, tacos, riz jollof, une véritable union de saveurs. La musique allait du fado au jazz, en passant par la salsa, le boléro, et même le K-pop. Clara dansa pieds nus. Ethan suivit, ratant des pas, trébuchant, heureux. Il ne pouvait s'arrêter de rire. Plus tard dans la journée, ils s'assirent seuls sur les marches à l'entrée de la fondation. Alors maintenant, nous sommes officiellement, commença Ethan. Follement mariés. Je préfère partenaire dans le crime. Il lui prit la main. Prête pour le prochain chapitre? C'est quoi? Voyager. On prend un mois. Pas de travail, juste nous. Toi, moi, et être un dictionnaire si tu ne peux pas t'en empêcher. Je suis partant. Mais à une condition. Laquelle? Qu'on passe au moins une nuit dans un endroit où personne ne sait qui nous sommes, où personne ne dit, voilà la vice-présidente, ou, c'est le PDG devenu activiste. Alors, que diront-ils? Voilà deux fous amoureux. Ethan sourit. Marché conclu. Dans les mois qui suivirent, l'Institut Clara Bennett s'étendit à 3 villes. Plus de 2000 jeunes furent directement impactés. Les universités commencèrent à référencer le modèle. Les entreprises commencèrent à réviser les Gatungs avec l'aide de linguistes sociaux. Même l'ONU invita Clara à parler lors d'une conférence sur la langue et l'inclusion. Mais elle n'avait pas changé. Elle prenait toujours le métro. Elle répondait encore aux messages des étudiants, riait encore fort, portait toujours un stylo bleu dans les cheveux. Et Ethan, il apprit à Cuijaste cuisiner des pâtes et à écouter sans vouloir réparer. Il apprit à attendre les réponses et à comprendre le silence. Une nuit, allongée sur le canapé avec la tête sur ses genoux, Clara demanda, « Penses-tu encore que nos mondes sont différents? Je pense que nos mondes se sont heurtés et en ont créé un nouveau. Ça ou non? L'amour. C'est stringard. Mais toi sorry. C'est vrai. » Sur le mur de leur maison, une fresque de photos et une pancarte qui disait « Ici, nous parlons la langue du courage avec un accent en forme de cœur. »